Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle. Donc, je suis Philippe Gexorek de Minalogic. Je m'occupe d'intelligence artificielle au sein de la direction innovation du pôle et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc, c'est les derniers éclairages de l'IA de l'année. Donc, ce sont des webinaires qui sont organisés par Minalogic en partenariat avec MIAI Digital League et Lyon EasyEye et qui sont soutenus par la région et l'État français. Vous pouvez retrouver, je crois que de mémoire, c'est le 9e webinaire qu'on organise. Donc, vous pouvez retrouver tous les replays sur la playlist qui est indiquée là. Si vous ne retrouvez pas, vous allez sur la chaîne YouTube de Minalogic et en cherchant éclairage de l'IA, vous devez retomber dessus. Donc, c'est oui, également un petit coup de pub pour le MIAI Innovation Quarterly Journal. Donc, l'idée, c'est un portail où on recueille des articles concernant l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de effectivement mettre en avant les expertises et les témoignages des acteurs de l'IA de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ensuite pouvoir diffuser ces expertises et ces témoignages un peu au-delà de nos frontières. Donc, n'hésitez surtout pas à publier des choses là-dedans. Ce n'est pas des thèses non plus, hein, c'est des petits, c'est des petits articles d'une à deux pages qui partagent des expériences ou qui décryptent une technologie ou qui partagent un étonnement ou un questionnement par rapport à l'IA. Donc, n'hésitez pas, on est toujours en déficit d'articles sur ces choses-là. Donc, si vous avez des idées et que vous sentez l'âme un peu écrivaine, n'hésitez surtout pas. Les webinaires de l'IA, en fait, cette session va clore le cycle, puisqu'en fait, à partir de janvier, on va lancer les vendredis de l'IA. Donc, sur 2022, en fait, il y a deux initiatives plus ou moins coordonnées. Donc, celle que Minalogic portait autour des éclairages de l'IA, Digitalic portait les rendez-vous de l'IA. Donc, à partir de début janvier, on fusionne ça pour plus d'impact autour des vendredis de l'IA. Et le premier vendredi de l'IA sera le 7 janvier. Donc voilà, donc vous verrez la communication qui va venir, mais c'est sensiblement le même format, peut-être un peu plus orienté usage que ce qu'on a fait, ce qu'on était par le passé, où on était un peu plus orienté technologie. Alors pour le sujet du jour, effectivement, c'est un sujet complexe. Donc l'éthique, le juridique dans l'IA, c'est une des préoccupations et c'est probablement un des facteurs clés de succès. La Commission européenne commence de se poser des questions ou se pose des questions depuis un certain temps autour de faut-il encadrer, faut-il légiférer, etc. Donc il y a pas mal d'activités là-dessus. C'est assez complexe à décrypter, donc j'ai le plaisir d'accueillir Maeva Elbouchiki de MIAI, de la chaire effectivement juridique et Legal and Regulatory Implication of AI. Donc il va nous donner un peu le contexte général plus juridique, voilà. Et puis Nicolas Moret, donc, qui est responsable des projets innovation chez Ives. Et donc Ives, il vous expliquera ça mieux que moi, mais c'est une société qui a été amenée à mettre en place des projets d'IA et qui s'est confrontée justement à cette législation. Donc juste avant de leur donner la parole, bienvenue à vous deux. Et juste avant de vous donner la parole, je vous propose qu'ils nous déroulent leur présentation, que vous puissiez utiliser le chat pour poser vos questions tout au long de la présentation, et puis on y répondra en fin de présentation. Voilà. Maëva, Nicolas, si vous voulez me rejoindre en rallumant éventuellement vos micros et caméras. Bonjour à tous, je m'appelle Maëva Elbouchiki. Merci Philippe pour ton introduction et merci à Minalogic et l'ensemble des organisateurs. Alors comme tu l'as précisé, la chaire AI Régulation est la chaire en charge de l'étude des enjeux juridiques et régulatoires de l'intelligence artificielle. Mais faisant partie du MIAI, nous avons à cœur en fait de collaborer également avec le secteur privé et d'allier la recherche publique avec les développements technologiques du secteur industriel. Donc c'est pour cette raison qu'avec Nicolas Moret, nous avons mené aujourd'hui cette consultation et cette réflexion collective afin de, d'une part, vous projeter le règlement européen en vous expliquant un petit peu sa logique, son contexte, ses valeurs et ses grandes lignes, et à l'aube d'un cas d'étude qui sera ensuite présenté par Nicolas dans la deuxième partie de la présentation. Alors, on espère aujourd'hui que grâce à notre présentation, vous allez un petit peu comprendre, avoir un premier niveau de compréhension du texte, l'étude de définition, les différentes catégories de risques,
pour ceux qui sont amenés à développer des solutions d'intelligence artificielle ou d'en déployer ou d'en faire l'étude, de pouvoir un petit peu vous situer par rapport à ce nouveau texte européen assez ambitieux et assez novateur. Alors, dans ma première partie, donc comme je vous l'ai déjà expliqué, je vais vous présenter très généralement le cadre européen de l'IA Act et aussi ses grandes dispositions. Malheureusement, en 1 heure, on n'aura pas forcément le temps de vous faire une étude approfondie et détaillée de l'ensemble des dispositions présentées dans ce texte ainsi que ses annexes, mais je vous donnerai à l'issue de cette présentation notre mail de contact et si vous avez plus de questions, si vous voulez qu'on collabore éventuellement ensemble, la chaire AI Régulation et l'un de vos laboratoires ou de vos entreprises, ce sera avec grand plaisir. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, la chaire AI Régulation fait partie du MIAI. Donc nous avons été créés en septembre 2019. Elle est sous la direction du professeur Théodore Christakis, qui est professeur en droit international public au sein de l'Université Grenoble-Alpes. Nous avons été choisis par un panel international d'experts pour faire partie du MIAI, qui lui aussi bénéficie d'un rayonnement international et surtout européen que vous connaissez tous. Notre but est de principalement régler la question des enjeux juridiques de l'intelligence artificielle en ayant une approche prospective, pratique et interdisciplinaire. On a 8 axes de recherche principaux donc, qui traitent de la gouvernance de l'IA et de sa régulation, de la reconnaissance faciale, des données de santé, des IoTs, des maisons connectées, des chatbots, de l'ingérence à la démocratie, de la sécurité internationale et nationale. Donc nos axes sont très larges et variés. Je vous invite à aller sur le site ai-régulation.com dont vous avez le logo en haut à droite si vous souhaitez plus d'informations. On publie régulièrement des veilles hebdomadaires, des articles scientifiques, des brefs, des news et on participe tous les mois à des colloques et des conférences internationales sur ces questions. Et cette renommée et ces différentes publications nous ont amenés, très en amont, à publier dans des revues d'envergure et des articles scientifiques ou de vulgarisation scientifique, des position papers sur l'IA Act et un petit peu plus tôt sur le livre blanc dédié à l'intelligence artificielle. Il y a encore quelques mois, nous avions organisé un workshop sur la reconnaissance faciale et les Remote Biometric Identification, quelques jours après la publication par la Commission européenne de l'IA Act, afin un petit peu de sensibiliser le monde scientifique et politique aux enjeux de ce texte et peut-être identifier de notre côté les vides juridiques et les enjeux à combler. Vous pourrez retrouver d'ailleurs ensuite sur notre site notre contribution à la Commission européenne en 2020 dans le cadre du livre blanc dédié à l'IA et en 2021 avec le think tank Renaissance numérique, notre contribution à destination de la Commission dans le cadre de son projet de règlement. Nous rentrons maintenant dans la partie qui est le cœur de cette présentation. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'IA Act ? Les origines du texte, puisque ce projet de règlement est en fait le fruit d'une lente maturation de l'Europe afin de créer une IA de confiance et d'excellence et un cadre régulatoire adapté. Et ensuite, je vais vous expliquer en quelques mots son ambition, l'état d'avancement et à peu près quand est-ce qu'on peut estimer une entrée en vigueur de ce texte. Alors, la Commission a à cœur de développer ce qu'elle appelle une IA de l'excellence et de la confiance à destination des entreprises et des citoyens, mais plus généralement de l'ensemble de l'écosystème de la valeur de l'IA ou de l'ensemble des acteurs concernés. Donc pour ce faire, elle avait expliqué par exemple que l'Europe pouvait devenir un acteur mondial de premier plan et d'innovation avec ce duo franco-allemand qui a mené de front les négociations afin de développer des technologies innovantes, mais non pas au détriment de la santé, de la sécurité ou des droits fondamentaux des Européens. Donc, pour ce faire, des premières lignes directrices par le groupe d'experts de haut niveau en intelligence artificielle avait été publiée dans une première version en 2018, puis en 2019 dans sa version finale, afin de proposer en fait des textes, des valeurs qui pouvaient promouvoir une IA de confiance et qui seraient respectées en fait tout au long du cycle de vie de la machine. Licéité, éthique, robustesse, je pense que c'est des principes que vous avez déjà peut-être entendu parler dans d'autres conférences et dans d'autres workshops. Mais tout ça pour vous signaler un petit peu que le fil rouge, le fil directeur que vous allez retrouver dans l'IA Act n'est pas sorti de son chapeau, il est le fruit d'une lente maturation au sein de l'Europe de valeurs et de promotion commune d'une IA de confiance, centrée sur l'humain, avec des red lines, des utilisations interdites, des cas d'études un petit peu difficiles parfois à appréhender, surtout quand on travaille dans le domaine de la reconnaissance faciale dans l'espace public
ou par les law enforcement agencies, mais qui n'est pas dénué de sens. Donc dans ces origines du texte, je vous ai parlé un petit peu plus tôt du livre blanc dédié à l'IA, dans le cadre duquel nous avions effectué avec la chaire AI Régulation du professeur Théodore Christakis une première contribution afin de favoriser une approche pratique, juste, proportionnelle, et qui ne serait pas au détriment de nos petites et moyennes entreprises françaises et européennes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette consultation sur le site et à l'issue de la publication, nous vous enverrons l'ensemble des ressources et des sources que nous avons mentionnées lors de ce webinaire. Mais d'autres travaux aussi ont largement influencé ces débats européens. On peut par exemple citer dans le cadre du Conseil de l'Europe le CAI, donc le Comité ad hoc sur l'intelligence artificielle, qui a produit de nombreux documents et de nombreuses ressources sur ces réflexions d'éthique de l'IA ou d'éthique de la confiance. Alors, avec Nicolas, dans le cadre de ces différents textes, on va ensuite vous présenter nos observations en conclusion et pourquoi, en fait, ce texte est un bel instrument de la confiance d'une intelligence artificielle, va promouvoir des technologies innovantes telles que celles proposées par Yves dans le cas de son serveur gestuel, mais aussi aider ceux et celles d'entre vous qui veulent développer des technologies ou les déployer à pouvoir minimiser vos coûts et avoir une certaine sécurité juridique par rapport aux questions que vous allez pouvoir vous poser. Alors, les principales dispositions. Je vous ai dit tout à l'heure que l'IA Act, dans son article 3, vise à effectuer un gros travail de définition des technologies d'intelligence artificielle, donc dans ses annexes, mais aussi des cas d'utilisation. Et pour ce faire, il y a un système de classification et de catégorisation des IA qui a été élaboré. Donc principalement ces trois distinctions, les IA inacceptables, les IA à haut risque, les IA à faible risque ou risque minimal. Dans les IA inacceptables, ce sont par exemple en fait les IA qui présentent des risques beaucoup trop importants et qui sont contraires aux valeurs de l'Union européenne. Les IA à haut risque seraient par exemple celles qui posent des risques à l'encontre de la santé, sécurité ou les droits fondamentaux des personnes et qui donc feront l'objet de mise en conformité, d'évaluation et de mise en conformité préalable un peu plus grande que les IA à faible risque avant leur entrée sur le marché de l'Union européenne. Donc ces dispositions visent vraiment en fait à sécuriser nos entreprises européennes, à être sûr que les solutions innovantes qui vont être entraînées, qui vont être déployées, respectent ces valeurs et ces lignes directrices qui ont été élaborées à l'échelle européenne depuis déjà plusieurs années, et qu'enfin les entreprises qui souhaitent s'implanter sur le marché européen bénéficient donc de la confiance et de l'excellence, tant dans leur cadre de leur approche technique, mais de leur implémentation. Ce texte n'est pas isolé. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà dû s'intéresser depuis de nombreuses années au règlement européen à la protection des données, le RGPD, mais l'IA Act sera également en articulation avec beaucoup d'autres textes, tels que par exemple la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux, l'I-Safety Project Law, le droit des consommateurs, etc. Donc il faut bien comprendre que, d'une part, les dispositions de ce texte ne s'interprètent pas seules, et qu'ils seront en conjonction avec d'autres dispositions et d'autres normes législatives que vous connaissez d'ores et déjà, et qu'il faut vraiment avoir cette ouverture et cette optique de se dire que si certaines dispositions ne sont pas suffisamment précises au sein de l'IAC pour l'instant, sachant que c'est simplement une première proposition, il y aura un travail de coordination et d'harmonisation de l'ensemble de ces textes. D'ailleurs, dans la continuité de ces textes, d'autres travaux sont actuellement en cours, par exemple la directive machine qui vise à réviser la législation sectorielle sur les produits, ou encore la responsabilité liée aux nouvelles technologies, y compris responsabilité d'intelligence des produits, des systèmes d'intelligence artificielle, qui verra peut-être le jour en 2022. Donc, pour résumer, ce texte vise à assurer une clarté juridique et un écosystème de confiance pour l'IA, mais pas uniquement à destination des Européens, mais surtout et aussi à destination des entreprises. D'ailleurs, dans ce texte, je vais vous citer les principales dispositions, la Commission a à cœur de favoriser l'émergence de solutions innovantes, de start-up, de petites et moyennes entreprises souveraines, et elle adapte le niveau de conformité et d'exigence entre les acteurs
afin que les petites et les moyennes entreprises, par exemple, ne supportent pas le même coût de conformité que les grosses. Elle explique que, par exemple, les coûts de mise en conformité et d'évaluation de conformité seront réduits selon la taille et, les moyens de l'entreprise concernée. Vous avez plus de précisions, par exemple, dans les articles 53 et 54 de la proposition, et elle propose également des solutions innovantes pour vous aider à développer vos solutions. Les bacs à sable réglementaires, par exemple, qui sont créés par des autorités de contrôle des États membres et qui pourront vous permettre, en lien avec les autorités nationales compétentes chargées de l'application du règlement, de vérifier que vos solutions rentrent bien en accord avec ces dispositions et que vous ayez toutes les conditions toutes les conditions adéquates afin de pouvoir pérenniser et industrialiser vos systèmes. N'hésitez pas d'ailleurs à aller lire notre contribution avec Renaissance Numérique. Nous avons écrit un chapitre entier sur les Regulatory Sandbox dans le cadre de notre contribution auprès de la Commission. Vous pouvez encore une fois retrouver cet article et ce rapport sur notre site internet. Dans l'article 55, vous avez aussi des mesures supplémentaires en faveur des petits fournisseurs et des utilisateurs qui leur accordent d'une part un accès privilégié au bac à sable réglementaire, qui aussi comptent organiser des activités un peu comme on fait aujourd'hui de sensibilisation et de vulgarisation de l'IA Act auprès de l'ensemble des acteurs, afin d'être sûr que la conformité n'arrive pas seulement au moment de l'entrée en vigueur de l'IA Act, mais qu'il y ait une préparation auprès de l'ensemble de l'écosystème de la valeur, des enjeux et des fils directeurs et des principales dispositions à retenir dans le cadre de développement de systèmes. Ce coût de la conformité est déjà un petit peu estimé par la Commission. Donc elle estime que la mise en conformité coûtera pour les IA à haut risque, donc sera moindre pour les IA à faible risque, entre 6 000 et 7 000 euros. Sachant que d'ici 2025, cela pourrait être estimé à maximum 170 000 euros. Il y aura également un contrôle humain pour ces IA à haut risque à prendre en compte dans le cadre de vos coûts qui pourraient être évalués à peu près à 5 000 et 8 000 euros et 3 000 et 7 500 euros supplémentaires pour les coûts de vérification. Donc tout cela ce sont des estimations, mais permettent déjà, dans le cadre de vos stratégies, de pouvoir commencer à réfléchir à l'impact de ce nouveau règlement d'ici quelques années et comment intégrer ces coûts et vos recrutements dans le cadre du développement de vos projets. Quelques personnes se sont interrogées sur la sous-évaluation de ces coûts, mais de notre côté, avec Nicolas, et dans le cadre de nos réflexions communes, on pense que ces prévisions sont peut-être plutôt justes. Je vous ai également mis un travail de vulgarisation de la charte qu'on avait effectué dans le cadre des identifications biométriques en temps réel, à la lumière des dispositions de l'IA Act. Donc ce genre de diagramme nous sert et vous sert aussi en fait à pouvoir visualiser plus facilement les nouvelles dispositions et les différents actes de conformité préalables auxquels potentiellement vous pourrez, selon vos logiciels, devoir vous conformer, sachant que nous sommes intéressés à une situation très précise d'utilisation de la reconnaissance faciale par les forces de police dans l'espace public, qui est une utilisation objet de beaucoup de réflexions et d'exceptions dans le texte de la Commission. Mais si vous avez des questions quant à des cas d'utilisation précis ou auprès de vos systèmes, n'hésitez pas à venir faire appel à nous et éventuellement nous pourrions collaborer pour rentrer plus en détail sur votre catégorie de risque et éventuellement les dispositions auxquelles vous devriez faire attention. Alors je pense que j'arrive au bout de ma présentation, donc merci de m'avoir écouté. Maintenant, Nicolas Moret va vous présenter un petit peu nos réflexions collectives dans le cas d'étude du serveur gestuel de IVES. Et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous aimeriez. Merci. Bonjour à tous et donc merci Maëva. Très rapidement, parce que le but c'est pas spécialement de présenter IVES, mais rapidement c'est ce que pour notre cœur de métier en fait, c'est on a créé et on opère des plateformes télécom pour mettre des sourds, des malentendants en relation téléphonique avec des entendants. C'est très important pour les sourds qui utilisent la langue des signes, qui est une langue visuelle, évidemment, parce qu'ils sont sourds,
et avec des entendants. Notre métier, c'est ça. Notre métier, c'est des ingénieurs qui font des applications avec des grosses compétences télécom, vidéo. Voilà, globalement, c'est ça. Ensuite, pour présenter rapidement, encore une fois, le serveur gestuel, qui est un très bon exemple, en fait, pour l'idée de la législation européenne, enfin, le projet de législation européenne sur l'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer pourquoi. Rapidement, quand vous voulez téléphoner à votre banque, votre assureur, ou éventuellement réserver une place de cinéma, vous pouvez le faire de manière vocale. Ça s'appelle un serveur vocal interactif. Quand vous êtes sourd et que vous utilisez la langue des signes, vous ne pouvez pas utiliser ce service-là. Donc l'idée, c'est de le faire pour la langue des signes, c'est-à-dire que vous allez, comme là vous me voyez, eh bien, je vais utiliser la langue des signes, et je vais vous expliquer ce que c'est que la langue des signes parce que c'est important. Je vais utiliser la langue des signes, on va reconnaître ma demande, on ne va pas la traduire, on va la reconnaître, et on va être capable d'apporter une réponse en langue des signes, c'est-à-dire qu'il y a un avatar 3D qui va être capable de signer. Donc l'idée, si vous voulez, c'est on prend le serveur vocal interactif, on remplace la reconnaissance audio par la reconnaissance vidéo, et ensuite, au lieu de faire de la génération d'audio, on fait de la génération de langue des signes. C'est deux boulots qui sont assez compliqués. C'est un consortium qui travaille sur 4 ans. On en est au début de la 2e année. Et il y a 2 labos. Un qui est sur Grenoble, qui s'appelle le GIPSALAB, dont la spécialité, c'est l'analyse des images et des flux vidéo, et de l'intelligence artificielle, bien sûr. Et de l'autre côté, il y a des spécialistes de la langue des signes, de la modélisation de la langue des signes. C'est le labo du LISEN, qui est aussi un labo du CNRS, mais qui, lui, est basé à Saclay, en région parisienne. Si vous avez quelques questions sur ça, il n'y a aucun problème, je peux vous expliquer. Mais comme ce n'est pas le but, j'essaye de faire court. En quoi c'est important de vous expliquer ce que c'est que la langue des signes. La langue des signes française, et donc... Pourquoi française ? Parce que c'est pas la même en Belgique, c'est pas la même en Suisse, c'est pas la même au Québec, c'est pas la même aux États-Unis, etc., etc. Chaque pays a sa langue des signes, et accessoirement, c'est comme les pains au chocolat et la chocolatine, il y a aussi des petites différences régionales. Donc l'idée, c'est de se dire que la langue des signes et le français, c'est pas du tout la même chose. Et j'insiste sur le du tout. C'est-à-dire qu'on est, vraiment pour schématiser, on est plus proche du japonais. C'est pas vrai, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est très très loin du français. Si vous faites du mot à mot, c'est incompréhensible. Ensuite, et j'ai fait l'erreur, donc j'en parle d'autant plus facilement, c'est de croire que la langue des signes, c'est uniquement les mains. C'est faux. C'est pour ça qu'il y a ce diagramme qui explique en fait quelle est la zone en fait à prendre en compte pour comprendre correctement la langue des signes. C'est tout ce qui globalement, c'est le buste, y compris les expressions du visage. Ça peut être des froncements de sourcils, ça peut être des mouvements de la bouche, des mouvements, je n'ai pas dit l'articulation, j'ai bien dit des mouvements. Il va y avoir la position des coudes, les mouvements d'épaule. On n'a pas besoin d'y penser tous les matins en se rasant. C'est toutes ces choses-là. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, pourquoi je dis ça et pourquoi je dis c'est très intéressant d'utiliser notre sujet. C'est pas parce que j'avais envie de faire un webinaire, c'est juste parce que en fait, pour comprendre la langue des signes, je vous l'ai dit, il y a une zone qui est très importante, mais il y a aussi sur le visage, j'ai essayé d'insister dessus un petit peu, mais je vais insister un peu plus, il va y avoir beaucoup de points. C'est-à-dire qu'on va utiliser au moins autant de points que si on faisait de la reconnaissance faciale ou de l'authentification. C'est-à-dire que techniquement, on pourrait en faire. Et donc du coup, on se retrouverait avec des vrais problèmes si on devait le faire. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que comme on ne le fait pas, du coup, on se retrouve pas dans la catégorie qui pose problème, tout simplement. C'est parce que, en fait, c'est pas les technos qui comptent, en tout cas dans notre cas, et c'est le travail qu'on a fait avec Maëva, et je la remercie vraiment sincèrement, parce que justement, le fait d'échanger, c'est ce qu'elle vous propose, le fait d'échanger avec des gens dont le métier, c'est de comprendre cette réglementation, c'est que justement, c'est un peu la technique de l'entonnoir. Au début, on pose des questions relativement simples, générales, et plus ça va, plus on devient précis, et plus on se rend compte que même s'il y a tous ces points d'intérêt qui pourraient faire de la reconnaissance faciale ou de l'authentification, et on se rend compte que parce qu'on ne le fait pas, du coup, c'est pas cette catégorie-là, c'en est une autre. Et ça, c'est très important. C'est ça. Et donc, nous, ce qui va nous différencier de l'authentification, en particulier d'un point de vue technique,
c'est que les points en eux-mêmes ne sont pas très importants, c'est leur mouvement. J'espère que c'est clair pour tout le monde. L'idée, c'est de dire, c'est pas parce que, par exemple, j'ai mes joues qui sont là, alors qu'elles pourraient être un petit peu plus haut, un petit peu plus écartées, un petit peu plus basses. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est est-ce qu'elles bougent ou est-ce qu'elles bougent pas. Parce que dans la compréhension de la langue des signes, si vous voulez, c'est comme quand vous dites à quelqu'un ça va, vous lui dites ça va, oui ça va. Si vous dites ça va, vous voyez, quand vous froncez les sourcils, tout ça, ça modifie en partie la réponse que vous faites. C'est exactement la même chose. C'est encore plus fort avec je veux dire, les expressions du visage sont vraiment très importantes dans la compréhension de la langue des signes. C'est-à-dire que le signe est important avec les mains, oui, mais tout le langage corporel va aussi compter. C'est un peu, enfin voilà, faites-moi confiance sur ça parce que c'est important pour bien comprendre. Ensuite, donc pour nous, c'est ce que j'ai dit. C'est quelle est la définition pour nous? Et ben en fait, on est dans la catégorie, dans la troisième catégorie, les risques faibles à inexistants. Et on y arrive aussi parce que déontologiquement, les interprètes sont nécessaires, par exemple pour la médecine. C'est-à-dire que j'ai expliqué, j'ai bien dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est de la compréhension. C'est un petit peu comme Alexa ou comme Siri. On ne va pas faire de la traduction, on va globalement essayer de comprendre les concepts clés. Donc, pour faire une analyse, c'est les mots-clés. C'est-à-dire, quelle est la météo de Grenoble? Les mots importants, c'est météo et Grenoble. Si j'avais dit aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, ça aussi, c'était quelque chose d'important. Mais je ne vais pas tout comprendre, je ne vais pas tout analyser. Et si je suis sur un serveur vocal, sur un serveur gestuel, sur la météo, c'est important. Si je suis sur un serveur vocal de commande de pizza, bonjour, comment ça va? Je m'en fous de le reconnaître. Même si je suis capable de le reconnaître, l'idée, c'est que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Donc, on est sur ça parce que, justement, on ne veut pas, avec le serveur gestuel, faire des choses qui soient trop compliquées et qui nécessitent de la précision. D'autant plus que c'est un traitement automatique, c'est un traitement en temps réel, donc les choses les plus importantes comme la médecine, eh ben, on ne veut pas le faire. Et ça participe aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les technos et il y a aussi l'esprit. C'est ça les deux choses qui sont importantes, c'est quels sont les technos qu'on utilise. Si les technos ne permettent pas de faire de la reconnaissance, bon, bah, tout va bien, je dirais. Mais par contre, comme nous, on utilise des technos qui pourraient être utilisés, ce n'est pas exactement les mêmes, et surtout, elles ne sont pas entraînées de la même manière, ça c'est très important, et ben, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Ensuite, l'idée, c'est que comment est-ce qu'on va faire, en fait, justement, pour être considéré dans la catégorie qui nous intéresse, parce que c'est un peu ça le fond du problème, c'est de ne pas avoir des contraintes légales inadaptées à ce qu'on veut faire. Si on veut faire quelque chose d'assez simple, quelque chose qui est là pour aider les autres, parce que c'est un peu l'idée, on ne veut pas se retrouver comme si on faisait de l'authentification en temps réel et globalement du surveillance de la population. Donc c'est ça l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait? Et ben, ce qu'il faut, c'est prouver nos bonnes intentions, de dire voilà ce qu'on veut faire. Il faut bien définir les usages, il faut documenter, et il faut documenter de manière incrémentale. C'est-à-dire qu'on dit, bah voilà, on a commencé par faire ça, et puis à partir de telle période, on a fait ça, et puis ensuite, on a fait ça. Quand vous allez être audité pour ça, si vous êtes audité ou quand vous serez audité, c'est quelque chose qui est a priori très important. En tout cas, c'est les discussions qu'on a eues, parce que comme c'est un projet de règlement, et qu'il est prévu que cette loi arrive rapidement, eh ben, si vous avez déjà commencé votre projet, ou si vous êtes sur le point de le commencer, ou si de toute façon il ne va pas être terminé comme nous avant la mise en place de cette réglementation, et que la réglementation aujourd'hui n'est pas très claire, eh ben, vous dites, bah voilà, nous on a suivi, on s'est dit à telle période, on a vu qu'il y avait potentiellement ça, bah, du coup on vous dit ce qu'on fait. Donc bah, au début peut-être qu'on n'était pas bon, mais vous voyez qu'après on a corrigé le tir. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. La bonne nouvelle, c'est un peu ce que disait, c'est beaucoup ce que disait Maëva, pardon, c'est que de toute façon, cette réglementation-là, en fait, elle est très bien faite. Et je vais préciser dans ce que j'appelle très bien faite, c'est qu'ils ont fait attention à ne pas se marcher sur les pieds avec des réglementations qui existaient déjà. Moi, sur l'expérience que j'ai sur notre projet à nous, c'est très complémentaire de la RGPD, par exemple. À aucun moment, on va avoir quelque chose dans ce projet de réglementation qui va aller contre la RGPD. Au contraire, quand la RGPD est très claire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est voir la RGPD. Par contre, quand la RGPD n'est pas suffisamment claire, et ben là, on dit en complément, voire en remplacement, voilà ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué quand on est comme moi et pas comme Maëva,
béotien ou pas forcément un vrai pro de ce langage-là, qui est à la fois juridique et à la fois européen, Commission européenne, etc., c'est d'arriver à comprendre tous ces renvois. C'est ce que Maëva a très bien fait d'ailleurs, c'est de vous dire c'est en lien avec tel article, c'est en lien avec tel article. C'est pour ça que c'est très important ce qu'elle vous a dit. Donc, je le redis, le plus important, c'est de bien définir ce que vous faites et de documenter. De documenter, y compris dans le temps. Voilà. Donc maintenant, je vais aborder le dernier presque slide de ma présentation, c'est de vous dire, en fait, pourquoi je le fais maintenant et à quoi ça m'a servi. Eh ben, moi, je trouve que plus on commence tôt, moins c'est compliqué. C'est-à-dire que plus on se rend compte que si on bosse bien sa RGPD, si on bosse bien, nous, le droit à l'image, parce que comme on fait des captations de vidéos, il faut s'assurer que les gens qui on demande de partager les vidéos ont bien compris ce qu'on leur demandait. C'est-à-dire qu'on leur dit, nous, très clairement, voilà pourquoi les vidéos sont utilisées. C'est pas on va les utiliser, on fait ce qu'on veut, parce que ça marche pas. On leur dit, voilà, c'est un projet de recherche, et voilà ce qu'on va en faire, on va chercher à améliorer globalement la compréhension de la langue des signes dans tel contexte. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très important. Et les gens peuvent bien évidemment dire non. C'est pas le tout de les informer, c'est aussi de leur laisser le choix. Ensuite, on va être très très clair, ça va arriver. C'est l'exemple, moi je trouve que le meilleur exemple, c'est de se dire, on va anticiper, parce que si vous regardez bien, Facebook, il commence un tout petit peu à sentir le roussi. Ils se disent, tiens, c'est bizarre, on nous aime beaucoup moins. Il y a beaucoup de projets, y compris aux États-Unis, qui sont là pour les réglementer, pour faire attention à ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Le Far West, globalement, c'est fini. Il faut s'y préparer, et plus tôt on commence, moins ça sera dur. C'est ça. Donc oui, c'est un petit peu compliqué. Oui, il y a du jargon, mais c'est super important. C'est super important de commencer maintenant, parce que c'est le début, et que quand on commence au début, certes, le début paraît difficile, mais plus on commence tard, plus ça sera difficile. Voilà. Ensuite, moi, ce que je trouve, c'est que si vous êtes tous des startups, je pense que c'est un argument qui va vous parler, c'est en fait de vous sécuriser la pérennité de vos projets. C'est-à-dire que vous ne risquez pas de voir une réglementation qui vous empêche, totalement ou partiellement, d'utiliser les résultats de vos recherches et développements. C'est-à-dire que ça marche bien, ce que vous faites, ça marche super bien, mais ça a été fait à la mode cow-boy. On ne sait pas si les gens ont donné l'autorisation, on ne sait pas ça. Et donc du coup, la réglementation va vous dire, attendez, votre truc là, ça pourrait servir à n'importe quoi, y compris à de la reconnaissance en temps réel. Je suis désolé, mais ça, comment vous l'avez fait, c'est pas possible. Donc globalement, vous perdez tout. Alors, c'est évidemment le scénario catastrophe, mais il faut faire attention. Ensuite, ce qui me semble important, c'est que ça permet de valoriser les données que vous allez créer aussi. C'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir les utiliser, mais parce que les vôtres sont utilisables, elles ont de la valeur. Vous pouvez éventuellement les revendre. Encore une fois, vous ne pouvez pas les revendre n'importe comment à n'importe qui. Il faut être clair aussi sur ça. Un autre corollaire, c'est indirectement, vous allez avoir en fait du coup des meilleures données. Parce que comme vous vous posez la question de est-ce que je vais vraiment utiliser ce dataset, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas s'il est bien labellisé, pour ceux qui connaissent un peu les datasets. Par exemple, ImageNet, si vous regardez bien ImageNet, c'est gratuit, mais au niveau des labels, il y a du boulot. Donc, si vous avez des labels qui ne sont pas toujours bien faits, vous allez pouvoir bosser sur l'algorithme autant que vous voulez. À la fin, ça ne donnera pas le résultat, ça donnera pas le meilleur des résultats. Donc, on va peut-être travailler avec un petit peu moins de données, mais par contre, elles sont super propres. Et je pense que là, pour le coup, on y gagnera. Voilà. Donc, je vais juste finir par, pour moi, les 3 choses les plus importantes qu'a dites Maëva. C'est, même si elle y est passée un peu vite, c'est pour ça que je me permets d'insister, mais c'était prévu, je vous rassure tout de suite, elle sait très bien que c'est à moi d'en parler, c'est le financement. Si vous écoutez bien, il y a des possibilités de trouver des financements pour participer donc à des bacs à sable. Alors les bacs à sable, on est bien d'accord qu'on n'est plus en maternelle, ni même en maternelle supérieure, c'est une petite blague à la con. C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire que si vous voulez vous investir en se disant ce truc-là, je pense que pour moi, il faut que je me positionne parce que c'est important, vous avez la possibilité. Il faudra travailler parce que c'est un projet, c'est-à-dire qu'ils savent que ça va coûter de l'argent, ils savent qu'ils doivent aider les gens, mais ça reste, pour l'instant, c'est une déclaration d'intention d'aider les PME à pas se prendre les pieds dans le tapis et que ça leur coûte trop cher. Donc, c'est 2 choses. Mais sachez que c'est prévu.
il faudra en discuter. Il faudra, enfin, après, je pense qu'on pourra trouver de l'aide sur ça, sur des gens dont c'est la spécialité de nous dire, faut demander à tel guichet. Je pense que Philippe Vizorek a compris l'appel du pied très léger que je viens de faire. Il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'elle a dit qui est très important, mais que vous verrez beaucoup mieux quand on vous enverra le document de cette présentation, c'est toute la liste. Et ça, c'est un super boulot qu'a fait Maëva. Et franchement, merci beaucoup à elle parce que j'ai essayé de le faire. Et franchement, c'est une masse de travail qui est démentielle. Vous allez avoir en fait toute la liste de ce qu'il faut aller lire. Donc oui, des fois c'est long, oui, des fois c'est un peu compliqué, oui, c'est du jargon. Néanmoins, vous aurez globalement tout ce qu'il faut pour vous dire je crois que j'ai compris ce que je veux, et ensuite vous pourrez en discuter avec des experts et vous serez capable de répondre à leurs questions. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce travail-là avant, d'aller lire par vous-même les choses les plus importantes, ça va être un petit peu compliqué. Je me rends compte que j'ai pas fait le... Si. Voilà. Donc, la deuxième chose, la troisième chose, pardon, c'est la philosophie des textes. Et c'est un peu lié à la deuxième que je viens d'évoquer, c'est que Maëva vous a dit, voilà comment pourquoi ce texte existe, en quoi il complète les autres textes. Et donc, du coup, ça vous aide en fait quand vous allez lire ce texte en vous disant, cet article-là, voilà de quoi il parle. Donc, de toute façon, je sais de quoi on va me parler, de quoi on ne va pas me parler. Je vous promets, ça peut vous paraître simple, mais pour avoir essayé de tout lire dans les 100 pages, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Voilà. Moi, j'ai fini ma présentation. L'idée, c'était de vous laisser un petit peu de temps, voire beaucoup de temps. Si vous avez des questions, allez-y, et puis on essaiera de vous répondre. Merci Nicolas, merci Maëva. Maëva, si tu veux peut-être réapparaître pour répondre aux questions. Donc, on n'a pas de questions dans le chat pour l'instant. Moi, j'en ai quelques-unes. Votre présentation m'a soulevé quelques questions. La première que j'avais, alors je n'ai peut-être pas compris tout, mais j'ai compris qu'il y avait des IA bonnes et moins bonnes au regard du texte en question. Je voulais savoir comment était évalué le caractère bon d'une IA. Parce que typiquement, ce qu'on comprend dans le speech de Nicolas, c'est que certes, c'est du facial recognition, mais c'est pas, voilà, on ne s'intéresse pas à la personne, on s'intéresse plus à ses expressions. Donc, du coup, c'est quoi? C'est du déclaratif, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui déclarent je suis conforme au texte. Merci Philippe pour ta question. Alors, selon l'approche de la Commission, si on pouvait résumer, le plus grand le risque, the greater the risk, the risker, the regulation, si on peut simplifier. C'est-à-dire que plus le système en question va poser un risque à la santé, aux droits fondamentaux des personnes ou à leur sécurité, plus la mise en conformité sera dure. Pour donner un exemple avec Nicolas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a précisé que le serveur gestuel n'avait pas pour vocation de traiter de la santé ou de situations d'urgence auprès des personnes entendantes, malentendantes ou sourdes. Si on prend les annexes au projet de règlement, donc d'une part, c'est pas aux entreprises de s'auto-déclarer comme étant à haut risque ou non, il va y avoir une collaboration, une gouvernance entre les différents acteurs européens, certains que vous connaissez déjà, par exemple avec les autorités nationales de protection des données, mais aussi avec les nouvelles autorités nationales compétentes. Donc chaque État va désigner une ou plusieurs autorités nationales compétentes en charge de la conformité sur son assise territorial des questions liées à l'IA. Il y aura ce qu'on appelle un European Artificial Board qui sera créé pour coordonner à l'échelle européenne toutes ces questions de mise en conformité et d'appréciation des niveaux de risque. Et en parallèle, une fois que les entreprises ont s'interrogé sur leur niveau de conformité, elles pourront se rapprocher de leur autorité de protection des données ou autorité compétente nationale. Peut-être que les CNIL seront désignés comme les autorités compétentes nationales, mais on n'en est pas encore sûr. Ou alors ce sera de nouvelles autorités administratives indépendantes ou autres qui seront créées. Mais pour donner un exemple concret avec Nicolas, par exemple, si le serveur gestuel avait eu comme vocation, par exemple, d'assister les sourds ou les malentendants dans le cadre de leur droit d'accès ou demande de renseignement auprès de services publics pour accéder à des services de secours, par exemple, en prenant l'annexe, on se rend compte que ce serveur gestuel serait considéré comme une IA à risque. Mais puisque la finalité de cette utilisation et de ce service ne vise pas, par exemple, à identifier les personnes, à accéder à des services de santé ou de secours,
l'IA n'est pas considérée à risque parce que dans les annexes, elle n'est pas considérée dans l'une des situations qui peut porter atteinte à la nécessité, à une situation d'urgence des personnes. Donc c'est pas du tout arbitraire, c'est vraiment selon des catégories de risques et des listes de risques et d'utilisation d'IA que la commission a définies, qui peuvent être réévaluées tous les ans par la commission. Donc pas d'inquiétude pour l'instant, les listes sont plutôt bien définies, donc c'est assez facile de s'y retrouver. Il faut juste bien, comme l'a précisé Nicolas, délimiter les usages et les finalités du système en question. Alors, pour compléter ce que dit Maëva, c'est bien fait quand on sait les lire. Hein. C'est-à-dire que Maëva, elle oublie qu'elle est totalement trilingue en français, en européen et en droit. Donc, pour ceux qui, comme moi, sont pas béotiens, mais qui marchent un peu avec des béquilles, c'est bien d'avoir des avis extérieurs et de justement de demander à ceux dont c'est le métier de dire est-ce que j'ai bien compris? Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'a dit Maëva, c'est aussi important. C'est du coup, ça vous aide à cadrer en fait ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous vous dites, bah voilà, j'ai prévu 10 cas d'usage, bah, j'en ai un le 10e ou le 8e, bah, il va me faire changer de catégorie. Donc, est-ce que je tiens vraiment à faire ce cas-là et donc avoir une réglementation un petit peu plus contraignante, devoir montrer patte blanche de manière un peu plus compliquée, ou pas. Ça, d'un point de vue business, c'est important de se dire, voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas. Quel est le risque qu'une entreprise prend en n'étant pas compliant? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est l'idée, c'est en fait, tu n'as pas le droit de le faire. Typiquement, ce qu'ils cherchent, alors, ils ne le disent pas forcément très clairement, même si je pense, alors, on se connaît un peu, Philippe, tu sais que j'ai passé 11 ans en Chine. Donc, si vous voulez, quand on lit bien, on comprend que le côté, le scoring social tel qu'il est pratiqué en Chine pour les gens qui se comportent pas bien selon les critères du gouvernement qui ne sont pas publiés, mais ils les connaissent, donc il faut leur faire confiance. Et du coup, si on ne se comporte pas comme un bon citoyen sans connaître les règles, mais on a quand même l'obligation, on a ensuite des contraintes de ne pas pouvoir prendre l'avion, et puis si on n'est vraiment pas un bon citoyen, d'après le gouvernement chinois, on ne peut pas prendre le train. Si vraiment on est un très mauvais citoyen, on ne peut même pas prendre le bus. Voilà. Donc l'idée, c'est d'empêcher ces choses-là. C'est pas dit de manière très très claire, mais il suffit de savoir lire un peu entre les lignes et c'est de dire, bah voilà, si vous faites ça, clairement, c'est interdit. C'est même pas que. L'idée, c'est de protéger les valeurs européennes. C'est ce que disait Maëva. C'est ça, c'est de dire. Techniquement, c'est possible, bien sûr, mais si votre système le permet, vous ne pourrez pas le faire en Europe. Donc, admettons, j'en sais rien, moi, si c'est Alibaba au hasard qui le fait, eh ben, il y a des chances que tout Alibaba soit interdit en Europe. Il y a des chances. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais c'est un peu l'idée de faire attention. Voilà. Ok, compris. On a quelques questions qui commencent d'arriver dans le chat. Donc la première, c'est est-ce que toutes les applications de santé sont ou seront considérées à haut risque? Je ne sais pas si toutes les applications de santé seront considérées à haut risque, mais de mon avis, je pense qu'il y a de fortes chances. La commission se veut plutôt rassurante en disant que la plupart des systèmes d'IA ne seront pas considérés comme à haut risque, mais n'oublions pas que les données de santé restent des données sensibles. Donc, déjà, dans le cadre du RGPD, elles font l'objet d'une protection particulière puisque ce sont des données hautement identifiantes ou la plupart du temps identifiables. Qui doivent être particulièrement sécurisées et protégées. Et on est un peu dans cette ambivalence dans la santé, puisque souvent cet enjeu d'anonymisation des données est en conflit avec les droits des personnes, mais on a besoin de données de haute qualité afin de pouvoir entraîner les systèmes et donc faire progresser la science telle qu'on la connaît dans le domaine médical. On l'a vu avec le Covid. Si ça sera pas après peut-être voir selon les exceptions, peut-être intérêt public ou alors santé publique ou urgence sanitaire, ça sera peut-être l'objet de dérogations ou d'exceptions et donc les procédures de mise en conformité ou d'accélération de la recherche seront plus souples. Mais je pense qu'une partie de ces applications, oui, seront certainement considérées à haut risque. Alors en sachant aussi que dans une grosse partie de l'IA Act est prise en compte la standardisation. Donc je présume que l'IA étant aussi bien connue pour ses applications à la santé, il y a déjà eu un gros travail à l'échelle européenne et internationale pour standardiser
des données de santé et les applications liées aux données de santé, à prendre ça en compte aussi. On va pas réinventer l'eau chaude, on va dire. Ça sera pris en compte aussi au niveau de la conformité des entreprises qui pourront se relayer sur des mécanismes d'ores et déjà existants pour prouver leur niveau de conformité et leur compliance. Alors, je ne cherche pas du tout à paraître plus savant que Maëva, mais pour faire une réponse peut-être plus simple, encore une fois, l'idée c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec des données de santé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut identifier une personne et son passé médical, ou son futur médical, c'est évident que ça va être une situation en risque. Et c'est en ça qu'en fait, en tant que citoyen, cette réglementation est très bien faite. Elle est à haut risque. Elle n'est pas interdite. Elle dit juste qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi est-ce que vous le faites, quels sont les bénéfices attendus et quels sont les moyens que vous mettez pour protéger ces données-là. C'est-à-dire qu'on vous oblige, en fait, c'est ce que j'essayais d'expliquer quand je disais que en fait, il va y avoir des bénéfices, vous allez avoir de meilleures données parce que du coup, on va vraiment se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait, enfin, quelles sont nos données, comment est-ce qu'on les traite, où est-ce qu'on les stocke aussi. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas assez insisté. Mais c'est ça, en fait, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, à haut risque, ça veut dire, oui, les données de santé sont à haut risque, c'est pas interdit, mais vous devez le faire dans de bonnes conditions, telles que définies justement par la réglementation. Et encore une fois, si c'est pas le cas, vous pouvez pas le faire. En tout cas, en Europe. Merci. Deux autres questions qui concernent effectivement la mise en conformité. Donc, la première, c'est est-ce qu'il y a une durée de mise en conformité comme il y avait eu un petit peu sur les RGPD? Et puis la deuxième, c'est de ce qu'on a compris, c'est que seuls les producteurs et distributeurs d'IA devront se mettre en conformité, ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont responsables de cette conformité? Alors pour la durée de mise en conformité, je ne sais pas. Je pense qu'un peu comme le RGPD, il y aura une certaine souplesse dans les premières années d'entrée en vigueur du règlement vis-à-vis des acteurs. Mais les bacs à sable réglementaires dont on parlait servent aussi à faciliter la mise en conformité. Je pense que comme l'a souligné Nicolas, il ne faut pas forcément attendre, un peu comme on l'a vu avec le RGPD, d'arriver à terme de la souplesse européenne et des autorités de protection des données ou des autorités nationales compétentes pour avoir cette réflexion préalable et vous rapprocher par exemple de l'ensemble des acteurs, de nous en tant que chair, parce qu'on a vocation à travailler aussi avec l'ensemble des industriels et des acteurs de l'écosystème d'IA, mais aussi de vos autorités nationales compétentes, favoriseront votre mise en conformité. Donc je ne peux pas malheureusement donner de chiffres sur cette souplesse et cette durée de mise en conformité, mais je pense qu'il y en aura une. Et pour la deuxième question concernant les producteurs et les distributeurs, il y aura aussi les utilisateurs de services. Les obligations horizontales qui découlent de ce texte ne seront pas uniquement à destination des producteurs et des distributeurs, mais aussi des utilisateurs de système d'IA. Merci. Une autre question vient d'arriver, donc je vous la lis. À votre avis, est-ce que même si un système d'IA a deux usages différents, on peut avoir deux régimes différents? Donc typiquement, effectivement, l'un a haut risque et l'autre a un risque plus minime. Moi, je pense que oui, mais la démonstration du niveau de conformité sera différent. Par exemple, pour le cas de IVES, imaginons avec le serveur gestuel. C'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre de nos interrogations, on a beaucoup insisté sur les questions d'authentification, de capacité d'authentification et d'identification du système. Puisque si ce même système de serveur gestuel, d'une part, visait une traduction en temps réel auprès de l'entendant et au sourd et au malentendant, et inversement, la catégorisation de notre observation paraît être à risque minimal, voire pas de risque. Par contre, si ce même service avait pour autre finalité, par exemple, d'avoir un suivi ou un monitoring un peu plus précis des utilisateurs avec des captations de données sensibles, de données de santé auprès d'un public considéré quand même comme vulnérable, là, on tomberait assez facilement dans la catégorie à risque. Et donc, imaginons en cas de litige, etc., d'un point de vue plus procédural, il y aurait le même régime juridique RGPD, IA Act, mais une approche du risque complètement distincte et donc avec des règles de conformité plus ou moins strictes selon l'usage et l'utilisation identifiée. Donc peut-être en compliance au niveau du risque nul et minimal, et peut-être selon les moyens déployés ou la sécurité mise en place
non en conformité pour l'aspect identification, authentification et collecte de données sensibles. Alors pour compléter, encore une fois, avec des mots plus simples, ce que dit Maëva, que moi j'ai mieux compris, l'idée, c'est pas trop ce que vous utilisez comme outil, c'est pas si vous utilisez un marteau, si vous utilisez un tournevis, c'est qu'est-ce que vous en faites, en fait. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de comprendre ça comme ça. L'idée, c'est pas les technos que vous utilisez, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté je documente ce que je fais, je définis ce que je fais, je dis ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, à partir de quand j'ai changé, pourquoi j'ai changé, etc. Parce que justement, s'il peut y avoir des doutes, et nous, on est vraiment, pour le coup, c'est pour ça qu'on l'a fait ensemble, c'est parce que nous, on est sur une ligne qui est très, qui peut être compliquée, parce qu'on a globalement les outils qu'on utilise, parce que pour comprendre la langue des signes, il y a tout un tas d'algorithmes il y a plein de choses qui fonctionnent en parallèle, et dans ces choses qui fonctionnent, il y a des points d'intérêt sur le visage, c'est aussi simple que ça, mais c'est les mêmes, hein. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes technos. Par contre, et c'est ça qui est important, c'est de dire à aucun moment, nous, on le met en relation avec une base de données de personnes qui ont été identifiées avec des photos pour dire, ma photo à moi, elle est là, mes photos à moi, c'est là, et donc on compare. C'est ça, c'est-à-dire que la techno existe, et c'est pas grand-chose de le faire. Simplement, dans nos données, il n'y a absolument pas de photos disant, ça c'est monsieur machin, ça c'est madame truc. C'est ça qui fait toute la différence. On a une autre question qui est assez intéressante, il me semble. Donc, la question, c'est est-ce que la responsabilité d'un producteur de logiciels d'inférence, ce logiciel est obtenu par apprentissage à partir d'une donnée, est-ce que c'est à lui de s'assurer de la qualité des données et des biais que ces données pourraient introduire? Peut-être que je ne peux pas m'avancer exactement. De prime abord, j'aurais dit oui, puisque en acceptant de s'emparer d'une partie des données et avant de les exploiter et ensuite potentiellement d'entraîner son système, de nourrir son système à partir de ces données, il aurait le devoir de s'assurer qu'elle respecte les exigences posées par le règlement. Mais le règlement ne traite pas toutes les questions de responsabilité qui peuvent être liées à l'IA. À l'échelle européenne, on avait déjà eu un premier rapport qui s'appelait le rapport Voss, qui proposait en fait de créer un cadre juridique de responsabilité civile de l'intelligence artificielle. Et la commission a précisé qu'elle était en pleine élaboration d'une proposition visant à créer un nouveau cadre juridique de responsabilité de l'IA. Donc dans la première version, on avait déjà des éléments sur la distinction entre le distributeur, le producteur, l'utilisateur, même le superviseur du logiciel d'intelligence artificielle pour essayer de démêler un petit peu le niveau de responsabilité en cas de dommage dû à une IA, parce qu'on dit souvent dommage de l'IA, mais derrière, comme Antoine Dupont souligne, il y a des opérateurs humains, il y a des humains derrière qui soit la contrôlent, l'entraînent, la déploient ou la supervisent, et donc il faut un peu s'interroger sur le degré de responsabilité. Donc, par rapport à la qualité des données, en utilisant des données externes pour l'apprentissage de son logiciel, Nicolas, c'est d'ailleurs pour ça dans le cas du serveur gestuel, il a expliqué que Yves tenait à cœur d'avoir ses propres données et d'avoir créé sa propre base de données afin d'être sûr de la qualité de leurs données. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Après, peut-être que dans le cadre d'un litige ou d'un dommage, si le biais algorithmique ou si l'erreur de la machine n'est pas due au producteur même du logiciel, mais à celui qui l'a déployé ou celui qui l'a entraîné qui l'a déployé et peut-être biaisé, là, ce sera tout autre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, pour répondre plus simplement, j'aurais dit oui. Mais à voir plus clair avec le nouveau texte européen qui va sortir l'année prochaine. Je t'en prie, Nicolas. Ouais, l'idée c'est de dire en fait, nous, c'est notre approche à nous, c'est celle qui nous est conseillée par notre avocat, c'est de dire que de toute façon, in fine, s'il y en a un qui doit être tenu pour responsable, il y a de fortes chances que ce soit celui qui l'utilise, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire que si on fait pas les contrôles minimums pour s'assurer que si on devait prendre un corpus de données, que ce corpus de données a été constitué en conformité avec le droit, nous c'est des vidéos, donc de toute façon, il faut être sûr que les gens qui ont contribué ont bien compris qu'il y avait une cession de droit à l'image, parce que nous, c'est le point central, il y a RGPD et il y a ça. RGPD, c'est pour tout le monde, le droit à l'image, c'est particulier à notre métier, parce que c'est des séquences vidéo.
Et donc, du coup, si on utilise des corpus de données où le consentement du droit à l'image n'est pas clair, et que derrière, on ne va pas faire en sorte, parce qu'il y a deux choses, il y a ça, et puis ensuite, quand on fait l'agrégation des bases de données, des corpus, quand on fait l'agrégation des corpus, il faut être capable de dire, voilà, ces données-là, elles viennent de tel endroit, voire de telle personne, et si ces personnes-là se manifestent auprès de nous pour dire, écoutez, je suis désolé, mais moi, quand j'ai participé à tel projet, c'était pas prévu que je participe au vôtre, je vous demande de retirer les vidéos, il faut que je sois capable de le faire. Donc, je ne dis pas qu'on va forcément être tenu pour responsable, néanmoins, il faudra qu'on ait les outils de suivi pour pouvoir répondre aux problèmes. Donc, ça, même si juridiquement, je comprends que ça ne soit pas forcément très clair, d'un point de vue exploitation, c'est relativement clair à cause de RGPD et du droit à l'image. S'il faut enlever, il faut que je sache qui a fait quoi et d'où ça vient. Donc, de toute façon, je vais poser ces questions-là avant d'utiliser n'importe quel corpus. Et c'est pour ça qu'on crée le nôtre. Pour donner des dispositions un petit peu plus précises, par exemple, si vous prenez l'article 10 du projet de règlement, donc données et gouvernance des données, la Commission explique assez bien que les données acquises en fait dans le cadre d'entraînement, de validation ou de test du système, petit f, doivent faire l'objet en fait d'un examen qui permet de repérer d'éventuels biais. Et on en revient encore une fois à la logique de la Commission avec d'autres textes ou d'autres lignes directrices qui existent déjà, c'est-à-dire de donner aux acteurs en fait les clés et les étapes auxquelles il faut faire attention pour que l'IA d'excellence et de confiance soit dans l'ensemble des chaînes de valeur de l'IA. Donc que ce soit au moment d'acquérir des jeux de données qui n'ont peut-être pas forcément été développés par celui qui va les exploiter, que ce soit à la phase d'entraînement ou de déploiement ou de test du système, par exemple avec ces bacs à sable réglementaires. Imaginons que votre agrégation de données elle soit parfaite, mais que finalement, lors de tests techniques, il y ait des gros biais algorithmiques que vous n'avez pas forcément identifiés. D'un point de vue extérieur, vous aurez respecté vos obligations de conformité et de transparence, puisque de A à Z dans la chaîne de vie de la machine, vous aurez à cœur de détecter ces potentiels manquements. Mais de ce côté-là, vous pouvez très bien revenir vers nous aussi. Je ne sais pas si on est passé assez vite sur nos mails de contact dans le... Effectivement, donc, merci, on touche au bout de la session, donc merci beaucoup pour vos interventions, donc c'était très très clair. Je ne suis pas du tout versé dans ces domaines-là, donc j'ai appris plein de choses. J'ai réaffiché effectivement vos contacts, donc je pense que le message clé, c'est essayons d'anticiper ces choses-là, ces nouveaux usages, potentiellement ces nouvelles régulations ou contraintes d'opération. Et puis je suis sûr que vous aurez à cœur de répondre effectivement aux questions que vous recevrez. Donc voilà. Juste un dernier mot pour vous dire, encore une fois, remercier nos deux participants, les gens qui ont pris la peine effectivement de se connecter, et puis vous rappeler que le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Minalogic d'ici quelques jours. Voilà. Et en attendant, si on ne se recroise pas, bonne fête de fin d'année, et puis rendez-vous le 7 janvier avec le nouveau format, les vendredis de l'IA. Merci, bonne journée. Merci à tous. Merci à tous, bonne fête. Au revoir.